après déjeuner, ce sont toujours des panels extrêmement compliqués parce que donc, ce que je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est qu'il faut vous endormir, faites-le discrètement. Mais je pense de toutes les façons qu'avec l'assistance prestigieuse que nous avons, qui ont été réunis aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas un problème. Je pense que ce sont des gens qui éveillent le monde et qui donc au minimum vont réussir à éveiller l'Assemblée. Donc, justement, je me posais comme problème, pour pouvoir introduire cette table ronde, mais que vais-je pouvoir trouver comme fil directeur pour pouvoir dégager un point commun entre la directrice générale de Pompidou, le directeur général de Design Week, le directeur créatif de Guerlain, le patron et fondateur, le patron d'Alibaba Cloud et le propriétaire et fondateur du groupe, John Longcap. C'est assez difficile et donc j'ai essayé de trouver un fil directeur. Je pense que le fil directeur est assez simple. Toutes ces personnes, dans l'exercice de leur fonction et dans le rayonnement de leur culture, ont des valeurs en commun. Ces valeurs, ce sont celles du partage, ce sont celles du rayonnement, ce sont celles de l'envie d'aller vers l'autre, ce sont celles de l'engagement et ce sont celles de créer des ponts et créer des ponts entre les cultures. Personnellement, c'est pas mon panel donc je vais m'arrêter après. Personnellement, j'ai une société de conseil stratégique dans le domaine de la joaillerie. Le futur de la joaillerie sont les marques. Je pense profondément que les marques, c'est un langage universel qui, quel que soit le lieu de naissance de celles-ci, permettent de communiquer au monde un message commun qui est fondé sur la beauté, l'esthétique et l'embellissement des femmes ou des hommes d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais être un modérateur extrêmement modeste et extrêmement paresseux, comme je le disais tout à l'heure. Je vais laisser mes interlocuteurs s'exprimer sur leur contribution à ce qu'est aujourd'hui, à travers l'expression de leur activité nationale et l'expression de leur activité et de leur profession, la façon dont aujourd'hui cela se manifeste du point de vue d'un rayonnement international. Paradoxalement, enfin plus que paradoxalement, à mon avis, c'est un scénario savamment construit. La précédente table ronde, il y avait 4 femmes et un homme. Cette fois-ci, il y a 4 hommes et une femme. Je vais donc, même si c'est un parti pris genré, commencer par Julie Narbet, qui est la directrice générale du Centre Pompidou. Juste un mot d'introduction, mais parce que Julie, de ce point de vue, saura le faire beaucoup mieux que moi. Donc Julie a été la directrice générale du musée de Tokyo, du Palais de Tokyo, pardon, du Palais de Tokyo, et aujourd'hui, depuis maintenant, si mes fiches sont bonnes, depuis 2017, la directrice générale du Centre Pompidou. Donc je laisse Julie s'exprimer sur ce que sont aujourd'hui son engagement à la fois national et international. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La question du dialogue des cultures est aujourd'hui au centre de la politique internationale du Centre Pompidou pour plusieurs raisons. La première, c'est que la collection est universelle et donc nous ne collectionnons pas, comme vous le savez, parce que je pense que vous êtes tous probablement venus visiter le musée que de l'art français. Nous avons une collection universelle qui s'enrichit de l'art de toutes les scènes occidentales et extra-occidentales. Et nous avons développé des partenariats dans divers pays du monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de celui qu'on a développé en Chine. Peut-être vous ne le savez pas, parce que voilà, l'impossibilité de voyager depuis quelques années a fait que le projet s'est ouvert juste avant qu'on arrête de voyager. Le Centre Pompidou a ouvert un projet à Shanghai, en partenariat avec le Westbound Museum Centre Pompidou, donc sur le Westbound, et qui met le dialogue entre la collection du Centre Pompidou et les artistes chinois au cœur de son projet. Pour nous, ça n'avait aucun sens de faire un projet qui aurait pu être le même à Bruxelles, je prends les autres villes où on a des projets, à Jersey City aux États-Unis, à Bruxelles ou à Malaga ou en Corée. Ce qui nous intéresse, c'est de faire dialoguer la collection exceptionnelle du centre dans les expositions et l'histoire de l'art chinoise ou les artistes contemporains. Donc,
On a par exemple en ce moment une exposition sur le surréalisme. Alors, ce n'est pas une exposition qu'on pourrait faire partout dans le monde, puisqu'elle est orientée sur les inspirations asiatiques et en particulier chinoises des poètes et peintres surréalistes. Donc on a travaillé en partenariat avec le musée de Shanghai qui nous a prêté des peintures et des pièces absolument exceptionnelles pour créer un dialogue entre les œuvres surréalistes de la collection du Centre Pompidou et les œuvres historiques du musée de Shanghai. On a également des expositions d'artistes contemporains chinois. Donc, ce partenariat nous permet d'aller découvrir ou montrer au Centre Pompidou Shanghai des artistes chinois et de les montrer, de leur proposer parfois, comme c'est le cas en ce moment avec la jeune artiste Yao Qinwei, une première exposition dans une institution à Shanghai. Et on aura une exposition des artistes chinois qu'on a découverts, révélés ou montrés, parfois ils sont déjà connus évidemment, à Paris en 2024, dans cette notion de dialogue entre la collection du centre, le Centre Pompidou et la culture chinoise. Juste une petite question technique. Oui. Juste une petite question technique. Donc, le Centre Pompidou à Shanghai est installé où? Et quand vous avez cette politique d'exposition d'artistes nationaux ou d'artistes nationaux chinois ou d'exposition internationale sur le surréalisme, quelle est la durée? Ça va se durer jusqu'à quand? De telle façon que nos amis de Shanghai ici puissent savoir où aller et ce qu'ils vont voir. Alors, le Centre Pompidou se situe sur le West Bund, dans ce nouveau quartier qui a été créé il y a quelques années et qui est très dynamique sur le plan culturel, où il y a également beaucoup de foires d'art ou d'événements liés à la tech. Donc, le West Bund, c'est un contrat, le Centre Pompidou a signé un contrat de 5 ans en 2019, donc jusqu'en 2024. Nous sommes en train de travailler à son renouvellement, rassurez-vous. Normalement, les deux présidents de la République ont acté ça dans leur dialogue commun au mois d'avril, donc le Centre Pompidou devrait rester à Shanghai, et les expositions durent environ 3-4 mois. Celle sur le surréalisme a ouvert en avril et doit durer donc jusqu'à avril, mai, juin, juillet, peut-être fin août. Et ensuite, il y aura une exposition du FI. En fait, il y a toujours plusieurs expositions en même temps, ou d'artistes chinois, ou d'œuvres de la collection du Centre Pompidou. Merci Julie. Et donc maintenant, Monsieur Xuan Li, vous êtes Xuan Li, vous êtes assis sur l'un des sièges de vos restaurants. Et vous êtes propriétaire et fondateur de la chaîne de restaurants Xiaolangkan, qui est fondée sur la nourriture chinoise, hot pot et fondue chinoise. Vous avez aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, plus de 800 magasins dans le monde. Vous faites 10 milliards de chiffre d'affaires, donc vous êtes une entreprise fort prospère, et surtout une entreprise qui est fondée sur la nourriture et sur la culture de ce qui est aujourd'hui, je pense, des expressions de la gastronomie chinoise, à savoir le hot pot. En quoi pensez-vous aujourd'hui, d'une part, la nourriture chinoise d'une part, et d'autre part la nourriture d'un point de vue plus général, la cuisine, la gastronomie, peuvent être des facteurs à la fois d'expression nationale et même en Chine d'ailleurs d'expression régionale, puisqu'il y a plusieurs, comme en France d'ailleurs, ou comme dans tous les pays, il y a plusieurs types de cuisine selon les régions. En quoi est-ce que pour vous aujourd'hui, développer cette chaîne de magasins nationalement et internationalement est-elle une contribution au rayonnement de la culture chinoise et à la compréhension qui peuvent exister entre les cultures internationales et les cultures chinoises? 各位好，我是李硕燕。然后首先是这样的，第一个就是我们所处的这个餐饮行业和各位在座的这样高雅的、精致的或者是高级的这样的产业不太相同。我们是更加接地气的，服务于更广，我们叫用中国话讲，服务于更多的人民群众。但是有个共同点就是我们在创造美好生活，我们也是在创造美好生活，给到我们的用我们好的就餐环境和美食来传播我们的中国文化。 那么小龙坎发展到现在也是第9年，然后我们在全球也是接近800家的布局，特别在海外的话，我们是有19个国家和62家门店。
那么现在我们进入到了小龙坎的第2次创业，我们叫2次创业的过程。在现阶段，我们在思考的就是未来我们的整个的品牌，就像火锅一样，重复的吃。这样的还是分享，就是我们所处的这个行业，在餐饮中国餐饮来讲，其实和各位在座的，特别在这个我们的美食，在这个艺术之都的巴黎，是不相同的。就是我们的现在在座的各个品牌，其实更多的是精致的、高雅的，或者是高级的这样的一些产业。但对于餐饮来讲，它是更接地气的。特别像我们的火锅行业来讲，用中国话讲，我们服务于更广袤的人民群众，就是我们是更加 local 的、更加接地气的一个产业。但是我们也这所有的不管我们是做高雅的品牌，还是接地气的品牌，我们都在做同样的一件事情，就是用我们的美好的产品来给我们的消费者创造美好的生活。用我们的好的食材，让他们有好的就餐体验和使自己的食欲能够得到满足。那么小龙坎其实和我们的刚才杨会长讲的一样，是10年，我们也是第10年，明年会是我们的非常重要一年，第10年。那么这次其实在今年我大面积的在出差，在海外也在走。其实因为也是疫情的关系，3年没出来，其实我们这次出来也发现了很多的一些不一样。同时我们也在思考小龙坎未来的如何和国际文化更加接轨的这样一个方向。小龙坎在海外，我们全球是有800多家门店，在海外是有62家门店，是19个国家和地区。不同的国家有不同的文化，其实和中国本土的一样，和我们在大陆一样，我们不同的城市也有不同的文化。但是其实我们在讲国家，我们企业战略承接的是国家战略。我们习大大一直在讲的是我们的“一带一路”，讲的是我们的就是人类命运共同体。然后对我们来讲的话，中国文化里面非常核心的一点就是和谐、和睦和和平。那么对于火锅来讲，它是最能呈现这一文化载体的，因为火锅的本质就是一锅煮万物，一锅好料就能煮全球的美食。所以我们在我们在中国的部分菜单已经进行调整，会更加的匹配这个当地的那个消费者的喜好，然后用当地的食材，用我们标准的这个火锅底油底料来煮。那么到了巴黎，其实昨天我们在巴黎吃了一顿传统的法式大餐，然后我们看到美食中的我们的这个蜗牛，还有我们的生蚝，吉拉多的生蚝，其他都是能够融汇到美食里面的。所以我们想表达一点就是，中国中华的文化，美食是一个非常好的载体，我们也希望通过美食这个载体来传播文化。那么小龙坎的品牌定位，我们一直在讲叫国民火锅，好吃不贵，即时热情。那么在整个的文化输出上，我们会把中国的龙文化做我们的重点。那么明年也是我们的农历新年，是我们的龙年，然后明年也是我们叫小龙坎的本命年。说明年我们今年已经开始，从今年年初已经在重新的对我们的整个品牌进行定位，特别是海外的这个品牌定位。那么我们也希望是把龙文化能够做我们的重点的文化输出，呈现在我们不同的门店里面。但是根据不同的消费者，根据不同国家的文化，我们会把龙文化进行优化，就是用不同的表现形式来呈现。比如我们看到这把椅子，这把椅子是在中国我们每一家门店里面都有2把，它是在龙壁之前的叫龙椅。但这把椅子是我们的1.0的作品，第1代作品，现在我们的作品更加的漂亮。所以我们希望呢，其实我们认为火锅这个行业和我们的美食是最容易去和我们国际文化进行融合的，特别是中餐和我们的四川火锅。对。Merci à vous. Eh bien, écoutez maintenant, une petite question pour satisfaire la curiosité de nos auditeurs, c'est vous avez ouvert un restaurant à Paris? 在巴黎有店，有一家，但是我们第2家店在筹备当中。Voilà, ce serait très bien de donner à tous l'adresse et l'adresse du restaurant ensuite pour qu'on puisse aller voir sur place. 我看我还会音叫第2区。Si les他说地址是这样的，本来我希望是在ending的时候是邀请各位在明天晚上有空的朋友们都能去我们的门店，继续尝一下我们地道的美食。没有电话，然后地址我可以公布一下。可以。问到了我就公布啊，vous allez vraiment connaître l'adresse. Alors ceux qui veulent noter, vous pouvez noter, je vous la lis, d'accord? Alors c'est 8 rue Saint-Marc, Saint-SANT, tiré du 6, Marc.
dans le 2e à Paris. Voilà. C'est vrai? Rue Saint-Marc? Ah oui. Ah, voilà, on va prendre quelque chose. C'est comme la ville de Cassis dans le sud, on se plante toujours. Voilà, sur Longkan. Bien, Franck, votre tour est venu. Voilà, donc, si je puis dire, autre interlocuteur, autre chaise. La chaise sur laquelle vous êtes assise a été créée par un créateur chinois, si je ne m'abuse, et a été, d'autre part, a reçu un prix à Maison et Objets il y a à peu près 2 ans. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de la Paris Design Week. Vous êtes aussi l'un des organisateurs ou l'organisateur de Maison et Objets. Donc vous avez de ce point de vue une expérience d'un des langages universels de communication entre les hommes, à savoir le design. Donc nous aimerions aujourd'hui que vous nous fassiez partager un petit bout de votre expérience. Oui, alors en effet, cette chaise a obtenu le prix un prix qu'on organise depuis 3 ans en Chine, qui s'appelle le Maison et Objets Design Award China, qu'on a lancé en début 2020. Donc ça peut paraître un peu compliqué à cette période, mais on a réussi à produire 2 éditions de ce prix, en fait, qui a pour vocation de promouvoir le design chinois sur la scène internationale. C'est-à-dire d'identifier des designers d'objets ou des architectes d'intérieur à travers toute la Chine et de les présenter sur nos salons et de cette façon de les faire connaître dans le monde. Alors cette chaise, et je me rappelle, il y a 2 ans de ça, elle avait énormément séduit le public. Et c'est un peu l'illustration de ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a comment dire, une globalisation des imaginaires. Hein. On vit dans une période où finalement il y a une homogénéisation des imaginaires et des modes de vie qui fait qu'il est très difficile d'identifier le design, une pièce de design scandinave, d'un italien, d'un design espagnol ou chinois, hein, puisque si on fait le test à l'aveugle, sans savoir, hors contexte, comment savoir? Et en réalité, au-delà de ça, il y a, je dirais, une permanence des productions. C'est-à-dire qu'il y a une filiation des traditions de fabrication. Et si je ne me trompe pas, en fait, cette chaise, elle est en bambou. Hein, c'est-à-dire que la structure est un lamellé-collé de bambou, qui était quelque chose d'extrêmement technique pour obtenir des formes comme ça absolument parfaites, avec une peinture dessus qui ajoute à tout ça. Je vous invite à l'essayer parce qu'elle est vraiment super confortable et pas seulement belle. Et donc, voilà, il y a une globalisation des goûts et des modes de vie, mais il y a dans chaque pays des savoir-faire. Et les designers s'accaparent ces savoir-faire pour produire des objets qui ont une histoire. Alors en France, de ce point de vue-là, on a la chance d'avoir une tradition très ancienne des arts décoratifs et également liée au luxe. Et donc c'est quelque chose qui impacte énormément le travail des designers. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de produire, bien assez naturellement, on en revient à des savoir-faire, on en revient à des codes qui s'inscrivent dans une filiation qui remonte à plusieurs siècles. Et donc, alors, si la question c'est est-ce que le design est soluble dans la mondialisation, on peut dire oui et non. Oui par les goûts, non par je dirais les particularités locales et par le capital des savoir-faire. Et donc ce que l'on observe, en fait, on a la chance avec Paris Design Week, qui est un festival qui se déroule chaque année au mois de septembre et qui rassemble énormément de créateurs de beaucoup de pays, dont d'ailleurs des designers chinois. Je vous invite en septembre prochain à visiter une grande exposition qui est produite par Tongji University, le département de design de Tongji University, dans le Marais rue Froissart, et sur lequel, par exemple, effectivement, on voit un garçon qui s'appelle Jeff Daiyu Shi, qui est un des plus grands spécialistes au monde, certainement, du design d'objets en bambou. Encore une fois, une technicité
une maîtrise technique qui produit des formes, qui produit des fonctionnalités liées à un savoir-faire local. Et voilà, au travers de la Paris Design Week et des expositions qu'on produit sur Maison et Objets, on se rend compte effectivement de ces aspérités dans les designs nationaux liés à la fois des traditions, des filiations et des savoir-faire locaux. Merci. Donc, je vais passer maintenant la parole à M. Chignan. Monsieur Chignan, vous êtes le responsable de Alibaba Cloud Computing. Alibaba est une marque dans le domaine du rayonnement international, une marque nationale. De ce point de vue, Alibaba, comme beaucoup de marques de notoriété mondiale, est exemplaire. C'est une plateforme de services qui réalise la liaison, qui réalise la transversalité entre l'individualité des services à la personne, leur intégration et leur translation vers les machines et à la suite de cela, leur translation vers les objets. Donc, ma question se rejoindra celle qui a été posée à tous les participants de cette table ronde. C'est comment Alibaba aujourd'hui réalise-t-il à travers ses activités le rayonnement international d'une entreprise de notoriété, d'une entreprise chinoise de notoriété mondiale. 尊敬的主持人，各位嘉宾，大家下午好。刚才主持人这个问题确实太大了，相信这个问题的话，我回答不了，可能阳光总都回答不了，因为阿里巴巴这个公司啊，它非常的庞大，而且它的整个业务体系非常完整。那我今天来讲的话，可能更多的是偏向于阿里云在工业方面，在智能制造方面的一个业务条线。它更偏于说，在整个的这个商品流通现在已经极度发达的情况下，你需要找到更好的制造能力，是吧？高品质、高质量的这种发展啊，那我们的业务方向呢，可能更偏这个一些。那今天的主题呢，又是本土化跟国际化的这种品牌。所以说当时我参加这个圆桌论坛的时候，都还是很忐忑。但是我觉得我们现在做的事情的方向，应该跟这一块还是很接近的。因为本质上面来说，你的品牌要做得很好。今天上午也有很多大师在讲，说我把这个品牌做好的过程中间，我需要有很好的创意。我需要有很好的这种设计，然后呢，能够找到足够好的这种材质，通过工业的手段把它做出来，然后有这种高替，甚至能够推广到市场上面。这个时候对整个制造的水平跟供应链的要求也会比较高。而在这一块上面呢，你做到非常优良的好的设计了以后，然后跟工业化结合，才能销到全球各地。比如说苹果手机是吧？这个大家知道，苹果手机它是设计加上工业的极度结合的一个点。那今天呢也非常荣幸啊，坐到这里来，我可能方向的思路可能更多是在信息化跟数字化方面。您看我坐到这里的时候，我就第一次来到巴黎，我坐到这里呢，我就看到外面的这么漂亮的风景，我第一个想法就是说，是不是能够逐步的全部数字化了以后，可以让我们国内更多的同事、朋友甚至伙伴们都可以看到数字化的这种特征。好，那今天我们回到本身的这个本土化跟全球化的这个话题上面来讲，我们现在实际上有一条业务线走得很深，就是一直在服务大型的企业，像长安汽车、像福特汽车这种汽车制造业。它本身的品牌能力很强，它的设计啊，它的制造水平都很强，但是在很多的这个区域的话，我们还有非常多的，大家都知道，中国是世界工厂嘛，有非常多的这种中小企业，它也希望通过设计，通过好的这种产品来破局。像现在区域很多的这种政府都在
提倡这种本土化的品牌、本土化的这种设计。那我们觉得后续的话，可能可以通过像跟阿里巴巴设计也好，还有像中发品牌也好，去跟区域的这种政府进行整体的这种合作，然后提供比较完善优良的这种设计跟这种开放对接的这种平台，就比如像我们这次一样能够交流，这样子可以把设计以及那个本土化的一些思路跟一些国际化的一些通路可以链接起来啊，谢谢。Donc, vous considérez donc que le design est un élément moteur et dynamique et fondamental pour le développement des entreprises en Chine. 设计在中国对企业的发展绝对是一个非常非常重要、非常大的一个动力。因为我们到了法国，到巴黎这个地方来，感触就很深，就是有很多的这种品牌，有不同的品类，比如说美妆，是吧？比如说服饰，它每个品类里面都会有很多知名的品牌、知名的这种产品，甚至有很多优秀的设计师可以来做非常多的这种新的创意。那中国那边呢，它实际上只能够说是品类，比如说美妆的品类或者服饰的品类，但在里面的话，你要找出很多好的这种品牌非常难。比如说像做到高凡啊，甚至很多这种好的品牌的话，它实际上是很难的一个过程。那他们就更多的需要通过这种优质的这种设计啊，好的这种设计师的引入，能够形成这种天马行空的这种概念，是吧？最后跟制造相结合在一起，这样子的话，才能够从我们传统说的这种纯代工到设计加工，是吧？甚至到最后能够成立为自己独立的这种品牌的这个道路来走，所以说，肯定设计的话在整个这个方向上面是非常重要的，发现商业中的美嘛，设计。Merci beaucoup. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Olivier Chaulmaison. Olivier, vous êtes l'incarnation, si je puis dire, des liens qui existent entre le national, l'international, l'international et le national. Vous êtes une légende française au rayonnement mondial. Vous êtes de plus le fondateur d'un artisanat et d'un art qui est celui du maquillage. Vous êtes directeur créatif de la Maison Guerlain depuis les années 2000, et donc de ce point de vue, vous êtes aujourd'hui, vous participez au rayonnement international et de cet art d'une part, et puis d'autre part l'embellissement des femmes à l'échelle internationale. Je propose du rêve, et que toute femme, qu'elle soit française ou chinoise, a envie dans sa salle de bain, surtout, être plus jolie. Et ça, je trouve, cette frivolité m'amuse et me plaît depuis toujours. Je visite la Chine depuis plus de 30 ans, donc je connais bien ce pays qui m'a énormément influencé, il faut dire. Influencé pourquoi ? Pour le design, justement, pour les histoires d'harmonie, pour des couleurs. Pour moi, la Chine a une énorme culture, la France aussi, et je trouve de faire le mix était très très intéressant. Mais on joue toujours avec le maquillage, c'est 2 yeux et une bouche. Et quand même, on tourne où qu'on soit, c'est toujours la même histoire. Et j'aime beaucoup l'histoire de la Chine avec le rouge, parce qu'un de mes produits favoris, c'est le rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres, comme son nom l'indique, c'est rouge. Bravo madame. Et il est évident que peu importe l'âge, la génération, peu importe la couleur de la peau, peu importe la culture, une femme avec du rouge à lèvres est toujours séduisante. Ça, c'est un plus. Vous êtes d'accord, mesdames? Bon. Et l'influence pour moi de la Chine, c'est cette culture très importante et qui me nourrit. Parce qu'on ne construit pas sur du sable, et là, on construit sur quelque chose qui existe. En 30 ans de mes voyages différents entre Pékin, Shanghai et aux alentours, c'est de voir combien les femmes ont adhéré très 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 vite à la mode, à la beauté.
elles sont vraiment en moins de générations. Elles ont été éclatantes, avec quelque chose en plus, qui est leur personnalité. C'est que on va dire, la chinoise garde sa personnalité. Et ça, je trouve ça très 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 bien. Au contraire d'autres pays qui sont influencés tant mieux par Paris, tant mieux par la mode européenne ou occidentale, la chinoise garde son histoire et ça redécouvre son histoire. Et je trouve ça très très intéressant, vraiment intéressant, parce que l'idée qu'une femme doit tout d'un coup être une autre, non. Le maquillage, pour moi, la beauté, on a entendu ce matin très sérieusement des chiffres, c'est une industrie, une énorme industrie, mais moi je ne vois pas le côté industriel ou marketing, je vois la création, je vois la légèreté, je vois l'utilisation du produit, surtout comment une femme, dans sa salle de bain, en quelques minutes, va se sentir heureuse. Ça, c'est pour moi très très important. Comment elle va pouvoir se sentir plus belle, pour mieux travailler peut-être, pour mieux séduire, pour être plus active, pour être elle-même. Pour le maquillage, pour moi, n'a jamais été la transformation, surtout pas la transformation, ça a toujours été la mise en valeur. La mise en valeur, et mise en beauté, on pourrait dire, mais mise en valeur de la personnalité. C'est pas une question d'âge, c'est plus une question de cette histoire-là, c'est votre personnalité, de remettre en valeur ou de mettre en valeur et d'exister, de ne pas être anonyme. Ça, je trouve ça très très important dans mon métier. Et j'ai pas une vocation, j'aime la beauté. Donc c'est pas une vocation, c'est d'essayer de le transmettre et de le faire comprendre que la beauté est indispensable dans la vie du quotidien. Vous êtes des gens très sérieux. Moi, ça me fascine. J'aurais jamais été un chef d'entreprise, moi. Jamais. J'aurais pas pu. J'aurais eu des cauchemars pour moi. Mais je trouve que justement, d'avoir à faire, là, je parle souvent, n'importe comment et qui va me demander pourquoi est-ce que son maquillage est joli ou qu'est-ce qui va être bien pour elle, et je vais trouver la solution. C'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. Mais l'échange, la mode française, ça fait des siècles que l'on défend haut et fort cette histoire que la mode vient depuis Paris, la beauté vient depuis Paris, et on connaît l'histoire de parfum. Travaillant chez Guerlain qui n'a que 200 ans, je peux vous dire que les parfums, c'est un peu le moteur et l'histoire. Mais la beauté est éternelle et elle est internationale. Alors, le French touch, oui, ça c'est très important, c'est très bien, parce qu'il y a une sophistication qui est très importante à Paris, peut-être qui se perd légèrement. On pourrait dire par rapport à une certaine période, moi j'ai travaillé avec des gens qui s'appelaient Monsieur Saint-Laurent, Monsieur Hubert Givenchy, il y avait une vraie sophistication. Aujourd'hui c'est un peu dilué, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le même credo, être plus jolie avec quelques petits trucs de maquillage. C'est pas la peine d'avoir beaucoup de produits, c'est quelques produits, et ces produits sont indispensables au quotidien. C'est comme une brosse à dents, ils sont dentifrice. C'est quelque part, tous les matins, une femme se maquille avec plaisir, n'est-ce pas? Je crois. Celles qui ne le croient pas peuvent lever la main, mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Et je pense surtout que ce que j'aime beaucoup chez la femme chinoise, c'est cet appétit de beauté, cette envie d'être belle et séduisante. Ça, je trouve ça très très intéressant, passionnant pour moi qui suis malheureusement déformé par mon métier. Merci Olivier. Je tiens à vous dire que vous êtes un homme d'affaires qui s'ignore, parce que l'une des fonctions, l'une des vocations d'un homme d'affaires, c'est de trouver des solutions. Donc finalement, vous êtes un homme d'affaires qui s'ignore. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde, et je vois Zen qui de toutes les façons me fait des signes menaçants pour le fait que ça puisse se terminer. Comme je vous l'ai dit depuis le début, je suis à la fois paresseux ou modeste, enfin un peu plus paresseux que modeste si je m'exprime ainsi, mais si pour conclure cette table ronde, si vous aviez chacune d'entre vous, à résumer enfin en une phrase, quel serait le message que, comme responsable d'une institution française, vous avez à transmettre à nos amis chinois, et vous, nos amis chinois, comme responsable d'une institution chinoise, vous avez à transmettre à nos amis français. Et là, je commence par vous. Très brièvement, en une ou deux phrases.
continuons à dialoguer et à nous enrichir de nos cultures les uns et les autres. Je pense qu'on a énormément à apprendre en France de la culture chinoise et il y a un engouement qu'on voit via nos projets pour la culture occidentale en Chine. Je crois qu'il ne faut pas les opposer mais les faire dialoguer. Merci. Franck? Moi, il y a une chose que je dis souvent aux jeunes designers et en particulier aux designers chinois que j'ai pu rencontrer ces dernières années, c'est la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire pour percer sur la scène internationale. La réponse que je fais toujours, c'est soyez vous-même. C'est-à-dire cultivez votre personnalité, cultivez vos différences, n'essayez pas d'aller chercher ailleurs ce que vous pensez être la clé du succès. La clé du succès, elle est dans vos forces, dans vos personnalités, dans votre histoire, dans celle de votre pays. Donc soyez vous-même. Merci. Olivier, brièvement. Là, je suis entièrement d'accord, mais en même temps d'échanger et surtout garder vraiment sa personnalité. Ça, je trouve ça très très important, pas être quelqu'un d'autre et surtout, ces deux cultures sont semblables parce qu'il y a beaucoup d'affinité avec la beauté, avec le beau, avec justement le beau. Monsieur Fillon. 就用一句话说嘛，就叫漂洋过海来看你。实际上，现在的话，能够那个数字化已经让时间、空间变得拉近了各方面的距离。那我们相信在中国各个地方都需要有优秀的这种设计跟创意，然后跟中国本地的这种供应链相结合。这个也是我们这一次跟阿里设计还有中法品牌一起去构建这个未来的平台的一个初衷啊。想发出2个邀请，第一个是明年是农历的龙年，对中国人讲是非常重要的一点，对小龙坎讲也是非常重要的一个大的 IP。我们在这儿发出邀请，我们是否有法国的优秀的品牌，包括中国人的品牌能和我们进行联名，然后就像在之前芬迪和喜茶的联名一样非常成功的，我们能够一起用文化，让我们的中国的伙伴和我们法国的伙伴能看中法文化能够如此的融合。第二个邀请就是，如果明天晚上有空的朋友们都能够去到小龙坎，我们一起去吃小龙坎。人生没有过不去的坎，除了减肥路上的小龙坎。谢谢。Merci de ces invitations et puis donc continuons le forum. Merci à tous. Merci Gaëtan.